Tout de suite, magazine. Au-delà du plaisir que peuvent procurer les arts, qu'ils soient arts plastiques ou encore de la peinture, l'art justement plastique est utilisé également pour véhiculer de messages et donc un outil de communication. Fidèles téléspectateurs, c'est à nouveau un plaisir pour moi de vous retrouver pour le compte bien sûr de votre magazine Entretien. Et pour ce nouveau numéro de votre magazine, nous recevons pour vous un artiste peintre, congolais qui fait ses preuves en République démocratique du Congo avec de tableaux qui parlent, de tableaux qui s'expriment. Et cet invité, c'est bien sûr Baba Tchikama. Baba comme Mzé, Baba un titre honorifique. Eh bien, Baba, bienvenue chez vous à la RT Éduc. Merci Madame Love Okako. Alors déjà, Baba, c'est comme disent les Swahili ou encore les Zoulous, Baba pour honorer ou soit respecter cet être supérieur dans le grand clan. Ouais, voilà, c'est la deuxième réponse, ou la deuxième explication que vous avez donnée. C'est juste un respect paternel, un respect familial, un respect par rapport à ce que je vaux, par rapport à ce que je fais. Voilà. Alors pour nos fidèles téléspectateurs, vous devez savoir que Baba Tchikama est licencié en arts plastiques et avec comme orientation la peinture. Exactement. Déjà, comment vous définissez la peinture? Est-ce que c'est cette manie qu'on a juste de peindre par plaisir ou par distraction, ou c'est vraiment tout un art qui communique et qui regorge en elle des valeurs? Voilà, et d'emblée, la définition de la peinture, en fait, la peinture est un mot qui a plusieurs définitions. Nous avons la peinture comme matière. On va acheter la peinture pour repeindre une maison. On va acheter la peinture pour repeindre un véhicule. Il y a la peinture comme œuvre d'art. J'achète les tableaux de l'artiste Tchikama. On a exposé les œuvres de l'artiste Picasso. Là, il y a la peinture comme science qui est comparable avec les sciences économiques, avec les droits. Par exemple, là, moi, je suis licencié en art plastique à compétence égale avec celui qui a une licence en économie ou bien en droit. Là, ce sont des définitions que je peux dire, des définitions génériques. Maintenant, en soi, la peinture, c'est un moyen qui permet à l'artiste de s'exprimer. On peut faire passer un message à travers une peinture. Parce que d'une manière, en fait, s'il faut définir d'abord les arts plastiques, c'est en fait les arts de donner la forme à la matière. La matière qu'on donne forme ici, ça peut être la peinture, ça peut être un morceau de bois, ça peut être le papier mis ensemble afin de donner une forme qui peut plaire ou bien qui peut ne pas aussi plaire à quelqu'un parce qu'il y a plusieurs valeurs. Mais d'emblée, on peut donner plusieurs définitions du terme peinture, mais ça dépend du contexte. Mais je pense, d'après ce qui me concerne, je pense que je vous donnerai des définitions. Peinture comme étant science qui couronne l'artiste et qui fait la formation. Comme je venais de dire tantôt, là, moi je suis licencié en peinture. Il y a des gens qui sont docteurs en peinture ou docteurs en art et phénoménologie de l'art. Là, je profite de citer mon maître, mon professeur, que j'admire beaucoup, le professeur Henri Calam, qui est docteur en art et phénoménologie de l'œuvre d'art. Voilà un peu une autre partie ou bien une autre sens de la définition de la peinture ou bien de l'art en général. Maintenant, il y a aussi l'art comme un moyen qui permet de faire passer un vecteur de transmission ou de communication d'un événement antérieur à un événement du présent pour le futur. Voilà un peu. Alors, nous sommes en RDC, un pays africain. Nous savons tous qu'en Afrique, l'art occupe une place très importante dans notre histoire, mais certaines familles ont encore des difficultés à accepter. Avoir un artiste dans la famille, ils préfèrent avoir des avocats, des médecins, d'autres métiers de prestige. Pour votre cas, avait-il été facile pour vos parents d'accepter que vous puissiez justement embrasser cette filière? Oui, c'était facile parce que mon géniteur, mon papa, est aussi artiste comme moi, mais lui n'était pas peintre. Lui était au fait un batteur de cuivre, en même temps un enseignant à l'Académie des Beaux-Arts. Et on a grandi dans une famille de 7 enfants, dont je suis le 4e.
Tout le monde avait la facilité de dessiner. Et moi, quand je grandissais, mon idée était de devenir un journaliste. Quand je voyais les vieux Kabalambouyi, Kayumbibeya, les vieux Kaboulo, François, c'était la première idée. Et puis, la deuxième idée était de devenir un magistrat. Et c'est quand mon père est décédé en 2003 que j'ai changé d'idée. Bon, j'ai dessiné, mais je n'avais pas ça dans la tête comme profession. J'ai dit, je vais aller faire les arts. Et j'ai entamé les humanités, et puis, jusqu'à arriver là où je suis. C'était facile, parce que bon, avant, on me décourageait par certaines personnes, non. Et Foutakali sous-souté, mais je leur répondais, et si, et Foutakate, comme vous le dites là, mais pourquoi on n'a pas fermé les portes de l'Académie des Beaux-Arts? Alors, vous l'avez fait pour non seulement pérenniser le côté artistique de votre père, mais ça a réveillé en vous cette passion de la peinture. Exactement. Oui, je le fais parce que je me suis senti en moi, juste après sa mort, que je devais continuer en fait l'œuvre qu'il avait commencé. Parce qu'il est décédé à la fleur d'âge, à 49 ans, à quelques jours de totaliser 50 ans. J'ai dit que non, c'était important pour moi de continuer les arts plastiques, mais pas dans le domaine de métal battu. Et moi, je vais continuer dans la peinture et je suis là. J'essaye quand même de m'en sortir. Alors, dans cette peinture, qu'est-ce qui vous inspire? De quoi est constitué justement votre gibecière de matériel pour arriver à réaliser vos différents chefs-d'œuvre? Ah voilà, à cette question-là, il y aura deux manches d'idées. Il y a d'abord la démarche artistique. Et moi, je procède, ma source principale d'inspiration, c'est l'éducation. Je suis un peintre qui fait la promotion de l'apprentissage. Je remarque, je comprends dans la vie, quand vous ne voulez pas apprendre, quand vous ne voulez pas vous mettre à jour, vous serez déclassé, vous allez devenir obsolète, vous allez devenir un peu archaïque par rapport aux exigences de la nouvelle technologie. Parce que j'ai lu quelque part, on a dit, on apprend par la culture de l'autre. En fait, je suis magistrat, je suis journaliste, je suis pas pasteur. Il est important pour moi d'avoir ne serait-ce que l'idée sur un autre domaine qui ne me concerne pas. Et quand je réfléchis autour de ça, je dis, mais non, il est important de créer des œuvres où il y a la présence des élèves, il y a la présence de l'ambiance scolaire. C'est au fait susciter le monde au goût de l'apprentissage. Alors, ça, c'est au fait la philosophie. Mais quand vous parlez de la démarche, du démarche artistique, moi je prends avec la peinture acrylique. C'est une peinture qui est basée, la peinture à base d'eau. On a la peinture aquarelle, on a la peinture à l'huile, mais moi c'est la peinture acrylique. C'est cette matière-là qui me permet en fait de réaliser mes peintures. Je peux dire, si vous permettez, la palissade, c'est une peinture qui me permet de faire ma peinture. D'après ce que je vous ai donné comme explication au début de l'émission. Alors, puisque vous parlez du secteur éducatif et que nous sommes la RT-Éduc, la chaîne thématique de l'éducation, la seule en République démocratique du Congo, et l'unique d'ailleurs, comme vous le dites, qu'est-ce que l'art peut apporter justement à ces secteurs? Est-ce que vos œuvres d'art communiquent certaines valeurs qui peuvent permettre de parler d'éducation, d'instruction? Oui, dans votre cas particulièrement. Oui, dans mon cas, comme je venais de vous le dire là, quand vous regardez mes œuvres ou bien mes créations picturales, vous allez voir d'emblée de jeu comme ça, il y a la présence des élèves. Ça doit être une fillette ou bien un garçon qui a un pantalon bleu de nuit, chemise blanche. Facilement, on comprend que ces artistes parlent plus que l'éducation. Si c'est pas ça, vous allez voir quelqu'un en train de lire. Vous voyez, quand vous associez ma peinture avec l'intention ou bien l'idéologie de votre chaîne, vous comprenez que même les gens qui n'ont pas le langage peuvent facilement comprendre que quand le tableau de Tchikam est exposé à la chaîne Éduc, on comprend qu'il y a un mariage qui est centré sur l'éducation, sur l'instruction, sur l'apprentissage. Alors, on vient de suivre en image, vous avez récemment peint un tableau du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, tenant dans ses bras quelques écoliers et accompagné bien sûr d'autres écoliers. Qu'est-ce que vous avez voulu justement transmettre comme message? Parce que nous savons tous que le président Félix-Antoine Tshisekedi, parmi ses priorités, il y a sa réforme phare sur l'éducation, la gratuité de l'enseignement primaire. Qu'est-ce que vous vouliez justement communiquer au travers ce tableau qui reflète au fait cette réforme? Voilà, merci encore pour cette très belle question-là. Les tableaux que vous venez de voir sur les petits écrans, là, c'est un tableau que j'ai intitulé Article 43. Et quand on parlait de cette histoire de la réforme sur la gratuité de l'enseignement de base,
En fait, quand j'étais étudiant, j'ai eu à discuter avec un professeur qui nous donnait les cours de pédagogie. Lui me parlait qu'il y a trop d'illettrés dans cette ville ou bien dans ce pays. J'ai douté à ça. En fait, moi, mon souci était de voir un peu que tout le monde soit capable d'avoir les connaissances, avoir la capacité de réfléchir. Et on n'a pas l'habitude de lire la Constitution, vu que peut-être on est intellectuel ou bien on est universitaire. On n'a pas le temps de tout lire, de lire tous les articles. Quand on a parlé de cet aspect des choses sur la gratuité de l'enseignement, j'ai suivi une fois la radio, on a parlé de l'article 43 qui est dans la Constitution. Je suis allé voir cela, je l'ai lu comme toute personne, mais j'ai compris, j'ai eu un regard artistique. Il dit comment, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet événement? Parce que depuis que je suis né dans ce pays, je n'ai jamais vu cette histoire de la gratuité de l'enseignement. J'ai dit bon, comme c'est le chef de l'État qui a donné vie à cela, parce que ça existait. Il est venu donner vie à cela, comment je peux représenter cela? Je l'ai mis comme centre de tension sur cette œuvre que vous voyez là. Quand on dit centre de tension, en fait, il a pris la grande partie de l'œuvre, il est là quand vous regardez l'œuvre d'emblée, vous sentez la présence du président qui est entouré des élèves. Au fait, j'ai traduit l'article 43 de la Constitution à travers la peinture. Vous venez de me poser une question sur la comparaison ou bien à quoi sert la peinture par rapport à la société. Voilà. La peinture est capable de déceler l'article qui est caché dans la Constitution que les juristes maîtrisent bien. Et moi, en fait, je suis allé dans la même idée, mais je me suis exprimé par rapport à mon domaine de prédilection qui est la peinture. C'est comme j'ai vu les musiciens chanter, les gens qui font le théâtre peuvent le faire aussi, ou bien l'art dramatique. En fait, je me suis inspiré de cet article-là, et pour faire comprendre aux gens que non, c'est grâce au chef de l'État que cette histoire, ou bien l'article 43, a pris au fait... René de ses cendres. A pris un sens par rapport, parce que ça étonnait les gens. Non, il y a des écoles qui coûtaient un peu cher en termes de frais scolaires ou minerval. J'ai vu les gens, j'ai vu des petites sœurs dans ma famille étudier avec un petit montant là juste. J'ai dit, quelque chose qui a marché, voilà. J'ai immortalisé cela. Quand j'aurai 105 ans, peut-être que je serai plus en vie. Ces tableaux-là restera. Il y aura un collectionneur qui va les prendre. Si pas le ministre Tony Mwaba, pour immortaliser son passage au sein de ce ministère de l'EPST, je profite aussi de les saluer. Le professeur Tony Mwaba, je vous salue. Regardez bien cette œuvre-là, ça vous intéressera peut-être à immortaliser votre passage. Parce que j'ai puisé cela dans votre domaine qui est la Constitution. Et en fait, je peins la Constitution, vous interprétez les lois. Mais moi, j'ai interprété la Constitution à travers la peinture. Merci, professeur, je pense que le message est passé. Beaucoup d'honneur à vous. Voilà un peu l'explication par rapport à cette œuvre qui est intitulée Article 43. Alors, chaque artiste a toujours été fier de ce qu'il réalise comme chef-d'œuvre. Êtes-vous fier de toutes vos réalisations? Y a-t-il une fois où vous avez eu la conviction que vous avez raté une œuvre? C'est comme pour dire que dans toute carrière où l'on connaît des roses, il y a aussi des moments de faiblesse qu'on considère comme des épines. Ah oui, il y a quelques années, toujours autour de mon travail, mon atelier avait pris feu. J'avais mon atelier juste dans la concession de l'école Itigombe. J'avais perdu une vingtaine d'œuvres. Tout ce que j'avais comme peinture, ça sont des moments qui ont choqué plus ma carrière. Et ça, c'est sur le plan un peu pratique, sur le plan idéologique. Il y a des moments où vous ratez l'œuvre, ça arrive. C'est une œuvre humaine. Parce que derrière, devant la toile qui est vide, la toile qui est vierge, tout artiste a peur. C'est comme les gens des églises de sommeil, non. L'église de réveil, un pasteur vous dira que quand il passe pour prêcher, bien tu peux avoir les thèmes et le verset, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire. Et quand on est devant une toile, quand ça réussit, on bénit les créateurs. Et quand parfois ça rate. Mais attention, ça peut rater selon moi, mais il peut y avoir quelqu'un qui peut être accroché à ça. Ça nous arrive parfois quand vous recevez des visiteurs dans les ateliers, ou bien lors d'une exposition. Dans votre fort intérieur, vous sentez que l'œuvre ici a raté. Sur le plan technique, sur le plan idéologique, peut-être sur le plan aussi thématique. Mais vraiment un contemplateur qui vous dit, bon, parmi tout ce que vous m'avez présenté ici, il n'y a aucune œuvre qui est comme celle-ci. Et à ce moment-là, on s'incline devant la volonté du contemplateur ou bien de la personne qui veut avoir l'œuvre pour mettre dans son bureau, pour mettre dans, je sais pas, pour collectionner, parce qu'il y a des gens qui le font. On collectionne pour montrer cela après 20 ans, après 50 ans. Ça fait aussi, au fait, la notoriété de l'artiste. Alors,
J'étais tellement emballée dans ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est réellement très important de savoir valoriser ces arts. Mais alors, j'ai une question de curiosité. Vous avez dans votre actif plusieurs chefs-d'œuvre. Quel est le chef-d'œuvre qui vous a le plus marqué? Ah oui, voilà, contrairement aux musiciens, aux écrivains, j'ai commencé à peindre bientôt, là, ça sera 20 ans. S'il faut parler des chefs-d'œuvre, je dirais, il y a 2 tableaux que je peins dont la sœur jumelle de l'ex-président de la République avait acheté. C'est ces 2 tableaux-là. Malheureusement, je n'ai pas apporté les images qui m'ont permis, au fait, à quitter la maison de mes parents. En tout cas, ça, c'est les grands souvenirs qu'il y a. Je ne pouvais pas imaginer que moi, qui suis né, grandi en Guiringuire, qu'une fois, Dada Jeannette puisse passer là où mes œuvres étaient exposées. Donc, s'il faut parler en termes de référence, c'est au fait ces 2 tableaux-là. Et il y a encore un deuxième élément, j'avais peint le portrait du Premier ministre, Matata Ponyo. Et l'argent que j'ai eu derrière ces portraits-là m'avait permis, au fait, à agir dans ma famille. Je n'aimerais pas le dire à la télé ici. J'avais fait un acte social qui avait, au fait, marqué les esprits. Voilà un peu là. Mais en tout cas, s'il faut compter, c'est vraiment un peu... Il y a, en fait, les époques et les circonstances. Entre les 2 circonstances-là, voilà. Tout ce qu'on est là, bien qu'on fait autre chose autour de là, j'encadre les artistes dans la thématique, dans la pratique. Mais en tout cas, notre métier de prédilection, notre métier de base, c'est la peinture qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis, au fait, à faire plusieurs formations. Parce qu'on n'est pas qu'artiste, on fait autre chose aussi. On a un petit cabinet sur la traduction des langues. On travaille avec des amis. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais un musicien, parce que moi, peut vous dire, comme Kofi Olomide, peut vous dire que ma chanson préférée ou bien mon chef-d'œuvre. En fait, on ne crée d'abord pas un chef-d'œuvre. On découvre là, le chef-d'œuvre. On peut vous présenter, je peux vous présenter 20, 30, 50 tableaux. C'est à vous de me dire, non, non, ça en tout cas, c'est la meilleure. Mais en tout cas, aucun artiste peut vous dire que non, ce que je fais là, non, non. C'est par rapport aux résultats, par rapport au feedback, comme disent les anglophones. C'est tout le monde qui est d'accord avec la chanson Aspirine de Kofi Olomide. C'est tout le monde qui est d'accord avec Aflaye de mon frère Fali. Vous voyez, Aflaye donc. Mais peut-être en composant la chanson, il ne s'imaginait pas que ça pouvait être le tube qui allait intéresser tout le monde. Voilà un peu, alors, parlons justement de la commercialisation de vos œuvres. On sait tous que, bon, c'est ça qu'on les étrangers. D'habitude. Acheter une œuvre à un prix, disons, qui peut rendre le sourire à la personne qui le vend. Comment vous faites justement? Ah voilà, ça, par rapport à cette question-là, c'est vrai, c'est une réalité en tout cas. Nous qui avons eu la chance ou bien la malchance d'être nés dans des milieux un peu reculés, c'était pas facile. C'est toujours de la chance, hein? Oui, faut le considérer, il faut voir le positif. C'est une commune qui nous a donné plusieurs artistes. Hein. Voilà. On a Roger Botembe, on a Franco Luambo, on a Ferré, donc voilà. Et notre culture, elle est un peu compliquée par rapport au fait, les gens n'ont pas un regard positif envers ce qu'on fait là. Les gens peuvent voir en train de peindre et dire, avec beaucoup de dédain là, Aosalanina, ça la va couler. Maintenant, ils sont étonnés par rapport à ce que, là où nous emmenons nos tableaux. Voilà les tableaux dont je vous ai dit tantôt là que Dada Jeannette avait acheté. C'était pas là où je suis né grandi en Guiringuire. Je l'ai amené quelque part, elle est passée par là, elle a pris les tableaux. Donc d'une manière générale, ou bien les gens n'ont pas cette culture là. Ils s'intéressent plus à la musique, hein, tout ce qui est art. Il y a peut-être une catégorie de gens qui s'intéressent, des gens qui ont peut-être été bien instruits autour de l'art. Les gens s'intéressent peut-être par rapport aux couleurs, mais le contenu. Parce que la peinture telle qu'elle est là, heureusement vous avez des tableaux ici. Souvent j'ai l'habitude de les comparer avec la musique. On peut chanter en portugais, je connais rien sur le portugais par exemple, mais juste la mélodie. Et la mélodie elle est comparable avec la palette. La palette c'est le fait de mélanger les couleurs. Alors, je peux dire que dans la toile ici ou bien les tableaux ici il y a une très bonne palette. Mais j'ignore, je m'en fous du contenu. Mais en tout cas les couleurs jaunes, le bleu là m'intéresse beaucoup. Donc les gens ici à Kinshasa ou bien au Congo s'intéressent plus par. Mais le contenu, l'herméneutique au fait de l'œuvre, c'est la difficulté que nous avons. Mais heureusement aujourd'hui nous avons la technologie. On essaye de poster sur Instagram, on poste sur nos statuts WhatsApp, Story, Facebook. Il y a des gens qui sont partout dans le monde qui viennent vous chercher.
C'est la difficulté qu'on a. C'est un problème politique, je sais pas. C'est un problème culturel. Mais on essaye quand même de faire avec ça. À votre niveau, vous avez plusieurs structures qui régorgent bien sûr les artistes comme membres. Quelle technique vous utilisez justement pour pallier à cette contrainte ou plus appréciée ailleurs que dans votre mère patrie? Bon, la politique qu'on fait, on essaye de vivre avec ça. Nous faisons un effort de faire des expositions un peu en plein air par moment, mais bon, c'est pas trop fréquent. C'est pas trop fréquent cette habitude-là, mais il y a des gens intellectuels, des gens qui comprennent. Parce que quand on leur dit que non, je connais, j'ai déjà lu sur Picasso. Ah ok, donc tu es comme Picasso, tu es comme Van Gogh. Vous voyez, il y a quand même une catégorie de gens qui s'intéressent à ça. C'est comme là, dans le domaine des arts dramatiques. Et quand vous mettez les théâtres populaires, c'est ce qui intéresse en fait tout le monde. Mais quand c'est du classique, en fait, ce que nous faisons, c'est du classique, dans le vrai sens du mot. Je peux faire un dessin ou bien un dessin qui est très simple, mais le message qui est derrière, c'est là, c'est pas... En fait, c'est occulte, bien que ce mot occulte fait peur aux gens qui prient beaucoup, là. Le mot occulte, en fait, je ne fais pas la promotion, c'est ce qui est caché. Je suis informaticien, l'électricité, bon, pas l'électricité, les droits est un domaine occulte pour moi, je ne comprends rien sur ça. En fait, des gens qui sont initiés à comprendre les œuvres d'art. Ça sont les mots. Veuillez m'excuser si vous êtes les gens qui prient beaucoup, là, sans avoir beaucoup de résultats. Ouais. Voilà. Peuvent se retrouver dans les dictionnaires et être utilisés sous plusieurs axes. Hein. Voilà. Les gens qui sont initiés à comprendre les œuvres d'art, ils les comprennent très bien. Parce que souvent, quand quand je parle de ces mots initiés, occultes, les gens ont peur, se posent plusieurs questions. Ce sont des mots français. Initiation à la citoyenneté. Voilà, n'a rien à voir avec initiation à la sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Le mot occulte est synonyme du mot secret. C'est pas tout le monde qui comprend les œuvres d'art. C'est pas tout le monde qui comprend au fait les gestuels dans un domaine musical, dans un domaine théâtral, voilà un peu. On essaie quand même de se battre avec cette population qui au fait comprend rien mais qui essaie quand même d'avoir l'idée. Il y a des gens qui s'en mettent pas au sel car très comme mon style, ma manière de peindre. Mais très en bien si forme voilà. C'est à ce moment-là que je commence à l'expliquer. Et que dans ça au fait c'est ma caractère. Et ce sont en fait mes rêves. Je rêve un monde droit, je rêve un monde un peu logique. Ah, ok, c'est ta manière de faire, voilà. Ouais, là, sur 10 personnes, s'il y a déjà 2 personnes qui comprennent, et je pense que c'est un pari gagné pour moi. Alors, chaque artiste a un maître, a un modèle, mais également a comme devoir de veiller aussi à la pérennisation de cet art. Ouais. Votre modèle, vous l'avez sûrement dit, mais pour le compte de la formation, vous avez dit que vous formez, vous encadrez également des jeunes justement pour pérenniser cette activité. C'est sur quelles compétences? Comment est-ce que vous arrivez à gérer ces talents en herbe pour en faire des icônes? Ah oui, une très belle question. D'abord, à cette question-là, c'est au fait la volonté d'abord. On peut avoir 10, 20 jeunes gens qui viennent vers vous. Je sélectionne les gens qui ont la volonté. Il y a des tests empiriques qu'on fait. Je peux peut-être fixer un petit rendez-vous, on se voit à 12 h. Je fais exprès de sortir pour revenir à 17 h. Venez me voir à 17 h. Si parmi les 10 là, il y a 3 qui sont restés m'attendre, je vais comprendre facilement que non. Les 3 ici sur le 10 ont la volonté, on va cheminer avec eux, on procède par des conseils. En fait, ça demande aussi une certaine didactique. L'enfant qui vient, ou bien le petit qui vient de chez lui, il a quand même les talents. Maintenant, il est question d'orienter ses talents. Enfin, comment on travaille par rapport à... En fait, on a d'abord les théories, les rudiments sur l'art. C'est quoi là? Comment créer? Comment reproduire? Parce qu'on ne peut pas créer dans l'art sans pour autant reproduire. Tout ce que nous créons vient au fait de ce qu'on a vu. À part le bon Dieu qui a créé dans le vide comme ça, oui, là, c'est l'être suprême. Ces gens-là, quand ils viennent chez nous, en fait, c'est par rapport... C'est à ça que je décèle certains talents. Il y a de ceux-là qu'on a eu peut-être la chance. Là, on a la chance de les avoir jusqu'aujourd'hui. Quand ils sont bloqués, ils viennent maître. Bon, généralement, ils m'appellent prof dans le sens du verbe professer, pas les titres honorifiques qu'on donne au ministère de l'enseignement supérieur. Mais comment je peux faire? Dire non, il faut beaucoup lire sur la nature. Il faut lire les gens qui ont vécu avant nous. Ça, ce sont par rapport aux gens que j'essaye de former. Mais par rapport aux gens qui m'ont inspiré de l'art, en tout cas, ils sont nombreux. En tout cas, ils sont très très nombreux parce que partout où je passe, j'ai la chance d'avoir un regard un peu profond. Comment fait mon maître? Qu'est-ce qu'il fait?
Je peux profiter de citer le directeur de l'Académie des Beaux-Arts, le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré. Je peux parler de l'artiste peintre Diki Songele, qui est un grand coordonnateur d'une grande plateforme des artistes. RD Congo Terre d'artistes. Il y a les artistes tels que Roger Botembe, paix à son âme. Ce sont des gens qu'on a trouvés dans ces métiers qui nous ont beaucoup inspirés. Il y a le maître Cham qui est actuellement à une exposition à Bruxelles. En tout cas, ils sont très nombreux. Et là, à tout moment, quand professeur Liolo, oui, lui, c'est bien qu'il est dans les mains, lui n'est pas peintre, il est sculpteur. Mais en fait, la notoriété chez ce monsieur-là, en fait, c'est une référence. Les Kinois appellent ça Mobutu Nabiso. Vous voyez, dans chaque domaine, il y a quelqu'un qui a, en fait, c'est le flambeau, c'est quelqu'un qui... Pardon, à Salara Arloa Liolo, voilà un peu. Là, je parle un peu, je suis basé sur le peintre. Les gens que je vous ai cités, ce sont des gens, en tout cas, quand vous avez la chance de discuter autour de l'art avec le professeur Kalama, avec les chefs de travaux d'Iki Songele, vous sentez que vous avez envie tout de suite d'aller retourner à l'atelier à les peindre. Parce qu'ils vous donnent des idéologies, ils vous donnent des nouveaux concepts, peut-être qu'on n'a pas eu la chance d'avoir quand vous étiez encore sur le banc de l'école. Ce sont des gens qui nous ont influencés dans beaucoup de choses. Les artistes en herbe sont bracelets et se cherchent peut-être les moyens par lesquels ils peuvent justement s'orienter et contribuer aussi à leur manière au développement de la RDC. J'aimerais bien que vous puissiez fixer votre caméra parce que ces jeunes, on le retrouve généralement dans des coins qualifiés comme des bidonvilles ou encore des coins vraiment reculés où vous sentez qu'il y a de l'art, mais c'est peut-être que les moyens et les personnes qui peuvent les sortir de ce gouffre qui leur manquent. Quel est le message que vous allez adresser à cette jeunesse qui peut devenir source d'inspiration pour demain? Ah voilà, ça c'est vraiment un message très important que je lance à mes amis, mes enfants, mes vieux qui ont les talents. En fait, c'est important d'avoir les talents, bien que les moyens nous font défaut, et je leur demande de croire. Pas ne pas avoir la foi. Il est question de croire en eux, parce que le lendemain sera meilleur. Il y aura toujours un moment, il y aura un temps où ils seront connus. Nous avons les artistes qui n'ont pas fait les études classiques comme nous. On a eu la chance de le faire, mais ils sont des célèbres aujourd'hui. Je peux parler de Chéri Samba. Il n'a jamais fréquenté les études classiques de l'Académie des Beaux-Arts. En fait, ils doivent continuer à ça. Il faut croire. Ils doivent croire en eux. Parce que même les saintes écritures nous disent que le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Ils ont déjà ce précieux trésor qui est l'activité. Maintenant, il est question pour eux, chers amis. Vous êtes partout à Kinshasa, partout au Congo, partout en Afrique, partout dans le monde. Croyez en vous. Aujourd'hui, ça ne peut pas être une excuse de dire qu'on n'a pas le temps d'aller à l'académie étudier. Mais nous avons l'Internet. Faites-vous utile. Voilà. Soyez utile par rapport au don que l'être suprême, le Dieu Tout-Puissant vous a donné. Et vous allez influencer le monde, vous allez épater le monde. Ne restez pas dans vos coins. Faites un effort de vous réunir, d'aller vers les autres. Parce que le monde d'aujourd'hui est appelé à avoir des réseaux. Vous devez avoir un réseau des artistes, par exemple, de Kinshasa, les artistes de Goma. À ces moments-là, on peut facilement vous inviter dans des grands événements et vous serez connus. En un mot, pour finir cette partie, je dis que non, croyez en vous, faites-vous utile. Les lendemains seront fabuleux, seront nickel. Je vous aime bien, mes amis. Merci. Vous deviez donner cours à cette heure, mais vous avez également quand même donné de votre temps pour venir également apporter de l'éducation à un secteur éducatif. Merci. Et c'est un plaisir pour nous. Espérons que nous allons encore vous recevoir un de ces 4 matins sur les antennes de la RT-Duc. Et à vous, fidèles téléspectateurs, nous renouvelons toujours ces vœux de votre fidélité à nos programmes de la RT-Duc. Et nous vous fixons rendez-vous très prochainement, très bientôt, pour un autre numéro de votre magazine entretien.